Le monde se divise en deux catégories. Here's Johnny! Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ce podcast consacré au film Shining. Nous allons tout de suite enchaîner sur ce que nous avons dit la semaine dernière. Bonne écoute. Je voulais revenir au style de mise en scène, si ça t'embête pas. Ouais, bien sûr. En fait, toutes les raisons pour lesquelles on n'arrive pas à se détacher de ce film et pourquoi on n'arrive pas à savoir pourquoi on est aussi mal à l'aise en le regardant. Parce que moi, vraiment, c'est cet état de malaise que j'arrivais pas vraiment à comprendre, quoi. Et donc, il y a aussi une chose qui est intéressante dans la façon dont Kubrick filme ses acteurs. D'habitude, quand t'as un dialogue, t'as des chants contre chants. Donc, voilà, quoi. Tout le monde voit comment ça se passe, hein. La caméra passe de l'un à l'autre. Souvent, t'as un plan, t'as une accroche avec l'épaule du personnage qui répond. Enfin, voilà. Et là, si tu regardes les dialogues, surtout au début du film, surtout pendant l'entretien d'embauche, les personnages sont filmés, sont centrés en fait dans l'écran. Ils regardent légèrement à côté de l'objectif. Et tous les dialogues sont comme ça. Et ça participe à ce que tu disais tout à l'heure où tu vois pas tout. Là, c'est pareil en fait. Il y a une sorte de décrochage qui s'opère en fait pendant les dialogues. C'est assez particulier. Et c'est vraiment dérangeant. De la même manière, les acteurs, si tu les observes, ils clignent très peu des yeux. Alors ça, c'est un tout petit détail, mais c'est hyper dérangeant aussi en fait. Tu le remarques pas forcément, mais ça te dérange. Et il y a plein de petites choses comme ça. Et le parallèle avec les films d'horreur habituels est intéressant aussi parce que donc généralement dans les films d'horreur, tu as souvent des gros plans sur certains personnages, voilà, et on ne sait pas ce qui va arriver. Dans Shining, tu sais tout dès le départ. Ouais. On t'annonce dès le départ, ah ouais, le mec d'avant, il va trucider sa famille à la hache. Bon, bah tu comprends tout de suite que c'est ce qui va se passer en fait. Mais on essaye même pas de te le cacher, quoi, tu le sais. Ce qui est terrifiant, c'est comment on va arriver là en fait. Et du coup, c'est l'anticipation qui te fait flipper plus qu'autre chose. Et souvent, t'as des montages très saccadés aussi dans les films d'horreur, surtout au moment où les meurtres sont commis. Et c'est pas du tout le cas ici en fait. Souvent, c'est des plans très larges et très longs. Donc le film, il a été tourné avec un objectif de 18 mm. Donc les 18 mm, ça donne vraiment l'impression de pièces gigantesques. Et si tu regardes la plupart des plans où ils sont dans l'hôtel, où tu vois Jack taper à la machine par exemple, c'est des pièces immenses et les personnages paraissent presque engloutis dans ces grands espaces vides. Et ça renforce encore le sentiment de solitude et surtout la puissance et le gigantisme de l'hôtel en fait, hein. Et c'est ces mêmes objectifs de 18 mm qui sont utilisés pour filmer les gros plans sur les visages, ce qui d'habitude se fait pas vraiment parce que ça donne une image un peu distordue. Et ça aussi, tu sais, tu me disais elle est pas jolie, Wendy. Ouais. L'actrice est mignonne. Si tu vois des interviews d'elle à l'époque, elle était jolie en fait, hein. Mais c'est juste que le maquillage, la coiffure, les vêtements et surtout la façon dont elle est filmée, cette espèce de caméra qui en fait tu le vois pas vraiment, mais c'est vraiment ça distend un petit peu le visage. Ça donne cet aspect un peu particulier et ça met mal à l'aise, mais ça tu vois c'est imperceptible en fait. C'est subliminal. Ouais. C'est subliminal, tu le ressens. J'ai vu 2-3 trucs aussi sur le côté un peu subliminal, notamment dans la scène où Danny échange avec Halloran dans la cuisine. Ouais. Justement, c'est la fameuse scène qu'il leur a fait. Ils ont tourné 138 fois. Ouais, c'est ça. Toute la scène, en arrière-plan, t'as des couteaux de cuisine qui sont en fait positionnés volontairement dans le champ. Ouais. Au-dessus de la tête de Danny. Ah ouais, d'accord. Les lames, vraiment, comme une épée de Damoclès, au-dessus de sa tête. Il y a plein de trucs comme ça. Capté, tu vois. Et il y a plein de moments aussi, et ça, il faut voir le film en le sachant, parce que sinon tu t'en rends pas compte. Mais il y a plein de petits moments où, notamment Jack, a un petit coup d'œil sur la caméra, vraiment sur le spectateur, en fait. Ça dure une fraction de seconde, mais quand tu mets le film un peu en slow motion, etc., tu vois qu'il a un petit regard vraiment sur l'objectif, et donc sur le spectateur au final. Et je pense que ça participe un peu au côté dérangeant, parce que tu te sens un peu happé par l'image, en fait. Et il y a plein de... Notamment Nicholson qui joue beaucoup, en fait, avec le petit regard à la caméra, le petit coup d'œil, qui participe, je pense, aussi à cette ambiance un peu
dérangeantes. Ouais. Tu parlais de chant contre chant aussi. Il y a une scène que je trouve magistrale. C'est celle où Jack est au-dessus de la représentation du labyrinthe. Oui. Elle est géniale parce qu'en fait, tu as en même temps Wendy et Danny dans le labyrinthe. Voilà. Et tu as Jack qui est au-dessus d'une maquette. Au-dessus d'une maquette, qui la regarde comme ça avec un air complètement ahuri. Et pareil, ça joue un peu avec le réel et le fictif, puisqu'en fait, tu sais plus à un moment donné s'il filme vraiment le vrai labyrinthe par-dessus ou si c'est la maquette qui est filmée. En fait, c'est très... dans la maquette, tu vois les petits personnages qui bougent. Ouais. Et du coup, tu n'arrives pas à savoir si c'est une vue zénitale sur le vrai, exactement. sur le vrai labyrinthe ou si c'est la maquette. Ouais. C'est ça, et ça fait partie. Voilà, il y a plein de petites techniques comme ça. Après, il faudrait. C'est presque un peu frustrant de faire un podcast d'1 heure sur Shining parce que qu'il y a trop de choses à dire. Tu pourrais détailler chacune des scènes, image par image, et trouver quelque chose d'intéressant. Ça, c'est sûr. Donc voilà, on est obligé d'être un peu plus synthétique. En tout cas, c'est maîtrisé complètement par Kubrick ce côté justement déstabilisant. Quoi. Donc pour revenir au labyrinthe, donc le labyrinthe en lui-même, ça fait sans doute référence au mythe du Minotaure, hein. Ouais. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que l'hôtel en lui-même est labyrinthique. Ouais. Tu te repères pas dans l'hôtel. Ouais. Et c'est fait exprès, ça aussi. Hein. C'est fait exprès. Et d'ailleurs, ça fait partie des différences. Il n'y a pas aucun labyrinthe dans le roman. Oui. T'as les animaux en buis qui prennent vie, ouais. Et là, c'est pareil, c'est que, alors là, pour le coup, Kubrick a témoigné en disant les animaux beaucoup trop grossiers, en fait. Série B, quoi. Ouais, voilà, série B. En fait, il voulait pas de ça parce que c'était beaucoup trop grossier. Mais ouais, non, mais à l'écran, ça aurait été grossier, je pense. Mais je pense. Ce que tu peux te permettre dans un roman, tu peux pas forcément te le permettre au cinéma, quoi. Sans que ça fasse vraiment ridicule. Ça aurait été ridicule, je pense. C'est un peu ce qui est reproché au téléfilm, d'ailleurs, qui a été produit par King. Il y a des passages où... Enfin, moi, j'ai vu certains passages, c'est risible, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu perds le côté épouvante parce que ça devient quasiment... Si ça te fait marrer, c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Ouais, c'est vrai que le côté labyrinthique de l'hôtel et les motifs dont on parlait, hein, la moquette, les trucs, ça aussi, ça participe à cette idée qu'ils sont prisonniers. D'ailleurs, il y a plein de trucs un peu... tu parlais du côté subliminal. Il y a aussi des décos, notamment, qui sont sur certains plans qui apparaissent, en fait, de manière très visible dans l'hôtel et qui, sur le plan suivant, sur la scène suivante, n'y sont plus. Il y a une espèce de sculpture là où Jack essaie d'écrire son roman. Et une chaise aussi, je crois, qui disparaît. Une chaise, et une espèce de sculpture qui représente un arbre ou un truc comme ça, assez immense en plus, qui d'un coup disparaît complètement, on ne sait pas où elle est passée. Je faisais allusion tout à l'heure aux 2 machines à écrire de Jack. En fait, il y en a une blanche et une bleue, je crois, qui s'intervertissent aussi au gré du film. Alors, est-ce que ça, c'est pas juste un faux raccord ? Est-ce que parce que Kubrick, il est tellement adulé et que tout le monde dit il est génial, Kubrick, il laisse place à aucune erreur. Est-ce que peut-être des fois, il y a peut-être pas eu des erreurs, des faux raccords sur un tournage qui dure 1 an ? Alors, c'est peut-être le hasard qui, pour le coup, a bien fait les choses, mais je pense que ça participe au fait que tu sois un peu perdu. Tu parlais du côté labyrinthique de l'hôtel où en effet tu sais absolument pas. D'ailleurs il y a des chambres il y a des portes qui visiblement ne devraient donner sur rien. Il y a des petits rigolos qui se sont amusés à faire un plan. À faire un plan, tu l'as vu, par rapport justement au fait que Danny utilise son tricycle dans les couloirs de l'hôtel. Et donc il y en a qui se sont amusés à refaire le plan de l'hôtel. Et en fait il y a des portes devant lesquelles passe Danny qui globalement ne peuvent donner sur rien, puisqu'en fait par rapport au chemin qu'il a parcouru juste avant, c'est pas logique. Ça c'est pareil, je me dis, à la fin des années 70, est-ce qu'il y a des gens qui s'imaginaient qu'il y aurait des petits rigolos avec l'ère d'internet qui s'amuseraient à créer des plans? Peut-être pas, mais est-ce qu'ils se sont pas juste dit on va essayer de les paumer un peu et c'est pas grave si la géographie est pas très c'est ça. Il y a aussi des images, et ça je l'avais pas vu, tu vois, mais en revoyant le film c'est très, enfin tu le vois bien si tu prêtes attention. T'as notamment des poignées de porte qui apparaissent à des endroits où il n'y a pas de porte, au plafond notamment. Ah ouais? Ouais. Ça, j'avais capté. Et moi non plus. Et en fait, en regardant des analyses, etc. sur Internet, j'ai vu ce truc-là. Et en fait, quand tu regardes le film, t'as notamment la scène où t'as les 2 jumelles qui apparaissent, pas la première fois, pas quand il joue aux fléchettes, mais quand il se balade. Oui, quand il est avec son tricycle. Au plafond, t'as une poignée de porte. Qui ressemble à un truc à incendie. Et en fait, après, t'as d'autres scènes où tu vois les mêmes poignées. trucs d'incendie.
ce qui ressemble pas du tout aux poignées de porte. T'as un moment où tu as l'impression que c'est un reflet d'un espèce de cendrier aussi qui est devant une porte de chambre. Mais en fait, c'est pas un reflet parce que sur le plan d'après, la poignée de porte a disparu. Enfin, il y a plein de petits trucs comme bizarre, ça, hyper subliminal, qui, je pense, participent au malaise. Au malaise, en fait, parce que ton inconscient travaille, il voit ces trucs-là sans vraiment les voir. Sans vraiment les voir. Mais je pense que ça participe au fait que ce soit complètement désorienté, notamment quand Danny circule dans l'hôtel, où tu te dis, il va où? En fait, c'est quoi cet hôtel? Il est immense, quoi. Ouais. On n'a jamais fini de découvrir des choses, en fait, sur ce film. C'est ça qui est incroyable. Il y a un thème qui revient tout le film, en fait, c'est le thème des miroirs et de la duplicité. Red Rum, qui est écrit par Danny au rouge à lèvres sur la porte, ça devient Murder dans le miroir. Jack parle à Grady, donc il y a une discussion avec lui à un moment dans des toilettes rouges. Rien que le décor, il est impressionnant. Dans une salle remplie de miroirs, donc en fait ce personnage, on comprend que c'est le personnage qui a tué ses petites jumelles avant Jack. Il lui parle dans une salle remplie de miroirs, ce qui permettrait de penser que peut-être Jack se parle à lui-même et que c'est lui en fait qui a effectivement tué les jumelles et que l'histoire se répète, une sorte de réincarnation. Il découvre qui est vraiment la femme de la baignoire dans la fameuse chambre 237. C'est une jolie femme très mince au début et après on a dans le miroir on voit qu'en fait c'est un corps en décomposition d'une mamie, quoi, donc ça fait rêver. Sans parler de la duplicité des jumelles, donc voilà, l'idée de la duplicité entre Jack et Grady, la duplicité entre les deux petites jumelles qui semblent être une seule et même personne. Enfin voilà, ce genre de choses qui revient tout le temps. Souvent les révélations sont faites dans des miroirs, quoi. Il y a aussi quand les premières scènes où Danny discute avec Tony, enfin son ami imaginaire, du coup, c'est aussi par le biais d'un miroir dans la salle de bain. Alors il y a une scène, du coup, je ne l'avais pas vue, la scène où Jack se rend à la Golden Room, le bar en fait. La grande salle de fête, quoi. C'est ça, il parcourt un grand couloir et il est pris de spasmes un peu comme ça à certains moments. Et en fait, c'est à chaque fois qu'il passe devant un miroir. Ah ouais. Ouais, j'avais pas vu. Pas capté ça. Et ben moi non plus. Et en fait, quand tu le revois, c'est flagrant. Il y a un grand couloir avec plein de miroirs. Et entre deux miroirs, il marche à peu près normalement. Et dès qu'il passe devant un miroir, il a ces espèces de spasmes complètement fous là. En fait, il y a pour rester sur le sujet des miroirs, alors ça aussi c'est un truc qui revient un peu dans les Kubrick, le rapport au miroir. Tu parlais tout à l'heure du fait que c'était la chambre 237 en fait qui... oui, où il ne faut pas rentrer. Il faut pas rentrer. Dans le roman, c'est la chambre 217. Ouais. Donc là aussi, Kubrick visiblement lui a dit simplement que c'était l'hôtel qui avait pas voulu, qui avait dit les gars au fait chier, il y a vraiment une chambre 217. Personne ne voudrait venir dans notre hôtel. Personne ne voudra plus y aller, quoi. Visiblement, il n'y avait pas de chambre 237. Non, voilà, donc il a changé. Bon, très pragmatique comme approche. Il y a d'autres théories qui disent qu'en fait, quand vous prenez 237, vous l'écrivez sur un papier, vous mettez un miroir au cul du 7 en fait, et dans le miroir, ça écrit sexe. Ouais. Et ça me permet de rebondir sur le fait qu'en fait la frustration sexuelle, je pense, est un des éléments du film. Ouais. Un des éléments du film, ce qui n'est pas du tout le cas dans le bouquin. On est plus sur l'alcoolisme de Jack. Sur le film, on est plutôt sur la frustration sexuelle. Et j'ai revu le film avec ce prisme. Et en fait, ça se tient vraiment. Ah ouais. Ouais. Il y a plusieurs trucs. Ce fameux truc sur la chambre, pourquoi pas. Ça peut s'expliquer. La phrase que Jack écrit des pages et des pages. All work and no play makes Jack a dull boy. Voilà. Le fait de travailler uniquement et de ne pas s'amuser font de Jack une personne ennuyeuse. Ennuyeuse. Ouais. Il y a une théorie qui dit qu'en fait c'est une métaphore sur... Aujourd'hui, Jack il a des responsabilités familiales puisqu'il est papa de Danny. On voit qu'avec sa femme... ils n'ont pas l'air d'être très, très on voit qu'il est plutôt attiré aussi dès les premières scènes du film parce qu'il y a quand les gens quittent l'hôtel en fait au moment où Jack passe ses entretiens et tout ça, il y a des femmes qui circulent dans les couloirs et Jack il a toujours un petit œil sur l'arrière-train des demoiselles en question, quoi. Et c'est assez marqué dans le film quand on le revoit, on voit qu'en effet il est plutôt insistant, il est assez lourdingue même. Et puis dans la chambre 237... et dans la chambre 237... ils foncent sur la nénette. Ils foncent sur la nénette, ils ne se posent pas la question. D'ailleurs, il y a une théorie aussi sur cette scène-là, que je trouve, pour le coup, assez cohérente aussi, en ayant revu le film avec cette approche, cette théorie en tête, où en fait cette scène parlerait d'inceste. Et c'est assez bien construit, je pense que c'est le cas.
Parce qu'en fait, quand on parlait des non-vus tout à l'heure, on voit simplement Danny à un moment donné qui revient avec des marques de strangulation. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. D'ailleurs, rien ne l'explique vraiment de manière très oui, rien. formelle. Oui, il n'y a aucune... on ne sait pas. On ne sait pas. Moi, j'ai toujours pensé que c'était les fantômes, mais après, les fantômes, à aucun moment, ils sont agissent menaçants, vraiment. Ils agissent vraiment. D'ailleurs, c'est un des points du film, c'est que l'hôtel ne fait rien par lui-même. À part ouvrir la porte. Ouais. On y reviendra à ouvrir la porte où Jack est enfermé. On y reviendra parce qu'il y a une autre théorie que je trouve intéressante. D'accord. Mais là, en tout cas, en fait, il y a un plan au début du film où tu vois Danny, en plan assez proche, à côté d'un ourson en peluche. Ouais. Donc on associe Danny à l'ourson, à l'enfance, etc. Et dans une des dernières scènes du film, Wendy a une vision d'un mec qui est habillé avec un costume d'ours. Oui. En train de faire une fellation, un mec en costard. Ouais. Et donc, la théorie voudrait qu'en fait, ce soit une métaphore pour dire, c'est ce qu'a fait Danny dans cette chambre, probablement à Jack. La scène justement à laquelle tu faisais allusion, où Jack rentre dans la chambre, découvre une femme superbe, il lui saute dessus, et après dans le miroir, il se rend compte qu'en fait, c'est quasiment un zombie ou un cadavre. Ça serait une métaphore aussi à ça, en disant... il a succombé à sa pulsion incestueuse envers son fils, et quand il a eu fini, il s'est rendu compte que c'était immonde. Je trouve ça plutôt fin comme approche. J'aurais plus jamais envie de revoir ce film, du coup. Et ça explique en plus pourquoi Danny a des marques de strangulation, et ça, qu'on n'explique jamais vraiment. Enfin, c'est une interprétation après que tu fais toi-même, mais là, du coup, ça expliquerait ce truc-là. Et en fait, le vice qui génère la frustration chez Jack, dans le film, c'est plutôt la frustration sexuelle. Je pense qu'il y a l'alcool aussi. L'alcool est plutôt utilisé comme le fait de pactiser justement avec l'hôtel, ce qu'on disait tout à l'heure, dans le film. Mais le point de départ sur l'état émotionnel de Jack, c'est plutôt la frustration sexuelle. D'ailleurs, dans le livre, il a une relation sexuelle avec sa femme. Alors qu'il n'est pas détaillé, c'est pas du porno, quoi. Mais quand même, tu comprends. Tu comprends qu'ils couchent ensemble alors qu'ils sont dans l'hôtel et qu'ils y habitent déjà depuis un petit moment. Ce qui n'est absolument pas dans le cas dans le film. Je me demande s'ils se touchent à un moment donné du film. Je n'ai pas fait gaffe à ça, mais j'ai pas l'impression. Ils sont extrêmement distants. Ils sont très très distants. Et donc, ça explique aussi pourquoi il veut absolument tuer sa femme et son fils, parce que pour lui, c'est en fait ce qui l'empêche de pouvoir assouvir ses fantasmes sexuels, puisqu'il a des responsabilités. Et d'ailleurs, dans la scène dont on parle dont on a parlé à plusieurs reprises, la fameuse scène des escaliers avec la batte de baseball et tout ça, il dit à Wendy, en gros, je ne sais plus exactement la tournure de la phrase, mais tu te rends compte de toutes les responsabilités que j'ai, enfin voilà, il lui dit un truc comme ça. Et en gros, en sous-titre, on pourrait lire tu te rends compte qu'en fait je t'ai jamais trompé, alors que tu vois, j'aurais pu le faire. Enfin, moi je pense qu'il a mis quelques petits coups de canif dans le contrat, à mon avis. Ça n'a pas dérangé. C'est mon interprétation. En tout cas, c'est jamais on n'a jamais la confirmation. Non, ça on sait pas, c'est sûr. Dans le film. Et voilà, en fait, je trouve cette analyse, elle me paraît pour le coup plutôt pertinente. C'est vrai qu'il y a pas mal de trucs un peu tirés. C'est un des points qui sont soulevés dans le reportage. Ouais. J'ai pas, comme je l'ai dit, je me rappelle plus, j'ai pas été tout à fait au bout, mais ils en parlent de ça à un moment. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas complètement déconnant. Et justement, ils parlent d'un truc dans ce reportage, donc dans Room 237, que je trouve vraiment intéressant, que Jack est enfermé dans le garde-manger par Wendy. Ouais. Et on l'entend qu'il y a une conversation un peu télépathique avec Grady, et que Grady lui ouvrirait la porte. Donc là, c'est le seul moment du film où on se dit qu'il y a une force surnaturelle qui fait quelque chose réellement dans l'hôtel et qui laisse sortir Jack. Une des théories du film, du reportage, là, c'est que c'est Danny qui lui ouvre. Ah ouais. Ils disent, et j'ai trouvé la phrase très intéressante, Danny est beaucoup plus responsable de la mort de son père qu'on ne veut bien le croire. Ah ok, c'est volontaire pour le faire sortir et l'emmener dans le... Le gamin, il a le Shining, donc concrètement, il a quand même un avantage. Ouais. Est-ce que c'est pas une façon de tuer il se dit, voilà, il est... Et d'ailleurs, pendant toute la scène où donc Wendy est dans les escaliers à reculons en train d'essayer de faire des moulinets avec sa batte pour éloigner Jack, on a le montage, on coupe assez régulièrement sur Danny, qui est assis sur son lit et en train de faire des espèces de convulsions.
On voit qu'il doit probablement voir ce qui se passe. Et t'as l'impression qu'il attire un peu sa mère. Enfin, tu vois, t'as comme une sorte de, voilà, quoi, de télépathie ou de télékinésie un peu. Enfin, on sait pas trop. Et donc, la théorie, alors c'est jamais confirmé nulle part, hein, c'est peut-être pas du tout ce que pensait Kubrick, mais l'idée, ce serait que c'est Danny qui ouvre la porte à son père. Et pourquoi pas, et que c'est lui qui l'attire dans le labyrinthe parce qu'il sait qu'il va y mourir gelé, parce qu'il va, en gros, il va mourir de froid et d'épuisement dans la neige, quoi. Une bonne fois pour toutes. Ouais. Mais après, bon, peut-être pas du tout. Bon, ça, c'est un truc que King aurait détesté aussi, probablement, parce que c'est pas du tout dans le roman. Hein, mais... Pas le sens du livre. Non, c'est sûr que non. C'est toutes ces choses qui sont hyper intéressantes. Voilà, les miroirs, les théories. Comme rien n'est tout à fait expliqué, on a toutes ces théories qui viennent et qui sont finalement assez plausibles. Hein. Pas toutes. Pas toutes. Pas toutes. Certaines qui sont un peu farfelues d'après moi. Mais il y en a pas mal qui sont quand même assez intéressantes. On a trié, on livre que celles qui nous paraissent être à peu près cohérentes. Voilà. Alors simplement une petite anecdote. Dans le livre, Jack meurt dans les flammes parce que l'hôtel brûle en fait. Et oui. Donc il n'y a pas de labyrinthe de toute façon dans le livre, donc il risquait pas de mourir dedans. Et ce qui est en fait rigolo, je sais pas si c'est rigolo, mais en tout cas ça a fait sourire Kubrick. Le décor a brûlé. Là où ils ont tourné le film, ça a brûlé en fait après la fin du tournage. Et donc visiblement ça a beaucoup fait rire Kubrick. Et voilà. C'était juste la petite anecdote supplémentaire pour dire que c'était assez ironique finalement. Ouais, parce que... c'est sûr. Et je trouve que même la différence entre la fin du film et la fin du livre, pardon, on voit en fait c'est assez symbolique de l'ambiance générale de l'histoire. T'avais soulevé ça quand on avait discuté un peu du film en disant d'un côté il meurt dans la chaleur et dans les flammes, et de l'autre il meurt dans la froideur de l'hiver et il meurt congelé quoi en fait. Ouais, King avait dit un truc par rapport à ça. Attends, je vais te retrouver la citation. Le film est extrêmement froid. Kubrick voyait la menace venir de Jack Torrance alors que pour moi elle venait de l'extérieur. Il y avait donc une différence d'opinion fondamentale entre nous. J'ai toujours pensé que la vraie différence entre mon point de vue et le sien, c'est que dans mon roman, l'hôtel brûle, dans le film, il est gelé. C'est la différence entre le chaud et le froid. Ouais, mais je pense que c'est symbolique, mais en effet, c'est la différence entre les deux œuvres, en fait. Et puis, il étend cette analyse de ces personnages, c'est-à-dire qu'il dit qu'il n'y a aucune chaleur entre les personnages, alors que dans son roman, à la base, si. Ouais. Et là, c'est vrai que voilà, c'est une famille complètement dysfonctionnelle. Le père est violent. Alors, on sait qu'il est violent physiquement, peut-être même incestueux. Enfin bon, voilà. Mais en tout cas, on sait que c'est qu'il est toxique. Ça, c'est évident. C'est vrai que c'est toutes ces choses. Et puis, c'est un des rares films où l'horreur vient de la clarté. Tous les plans sont très éclairés. Souvent, les films d'horreur, c'est pareil. C'est sombre. Et du coup, tu sais pas ce qui se tapit dans l'ombre, quoi, tu vois. Alors que là, c'est l'inverse. Ça vient de la neige, tous ces aspects très, très clairs, quoi, très vifs. Et c'est aussi une des différences majeures avec les films d'horreur classiques. Il n'est pas construit du tout comme un film d'horreur classique, ça c'est clair. Non. Et c'est ce qui est reproché souvent d'ailleurs. Hein. Voilà, moi, pour avoir écouté pas mal de trucs sur Shining récemment, j'ai aussi écouté des trucs où ils disaient que c'était un très mauvais film, justement parce que, on sait à quoi s'attendre, on te le dit dès le début, et ouais, mais bon, c'est pas effrayant parce que tout... À la base, ils auraient dû construire une famille super aimante et super chaleureuse pour qu'ensuite on voit l'influence que l'hôtel avait sur eux, enfin, tu vois... Et bon, c'est un point de vue, moi je suis pas d'accord avec ça, mais... je pensais pas, tu vois, qu'on pouvait considérer que Shining était un mauvais film. Ah si, alors j'ai écouté une critique hier, je citerai pas le mec parce qu'il m'a énervé du début à la fin, mais où en gros il t'explique que c'est un film de merde et il t'explique pourquoi. Ouais, au point de dire, c'est pas comme ça qu'on fait, hein, Stanley, enfin genre excuse-moi, tu vas donner des leçons à Kubrick, quoi. Voilà. Il critique Camus au passage en disant que c'est un auteur de merde. Enfin, t'es là, tu fais, mais gars, t'as fait quoi dans ta vie en fait pour assassiner deux mythes Non, tu peux ne pas aimer. Je comprends tout à fait que tu peux ne pas aimer le film. Ça, c'est clair. Il est tellement dérangeant que tu peux décrocher parce que justement, ça peut travailler. Ça peut te travailler, vraiment, tu peux décrocher par rapport à ça. J'étais à deux doigts d'ailleurs d'arrêter de lire le livre, moi. Ah ouais, carrément. Ouais, ça m'a un peu. Je te l'avais dit, ça me fait toujours penser à l'épisode de Friends où Joey lit Shining et il le fout dans le congélateur tellement il a peur. Non, franchement, il est dérangeant, même le bouquin, alors qu'il n'est pas construit du tout comme le film. Pas du tout. Mais il est aussi
enfin, il est prenant psychiquement. Il faut être accroché quand même pour lire King, c'est violent en général. Ouais, c'est vrai, mais celui-ci particulièrement, parce qu'en plus, je pense que ça renvoie à ses propres fantômes à lui, à Stephen King, et que du coup, c'est pas autobiographique du tout, mais il y a un petit bout de lui dans Shining, je pense. Donc c'est d'autant plus impactant, je trouve, quand tu lis, tu ressens qu'il y a un peu qu'il a mis un peu de questionnement propres... par rapport à lui-même, mais c'est sûr, c'est ce qu'il disait, de toute façon, qu'en gros, c'était... il se rendait compte qu'il avait pas des pulsions violentes, mais du ressentiment envers ses enfants. Mais à quel moment tu iras te coucher, mais tu vois, des choses comme ça, et il se rend compte que ça, pour le coup, ça se sent beaucoup plus dans le livre que dans le film, parce que le rejet de Jack envers son fils, Danny, tu le sens monter crescendo dans le livre, vraiment. C'est ce qui m'a le plus dérangé, peut-être en rapport avec mes enfants aussi. C'est ce qui m'a le plus perturbé, chagriné. Bon, et pour la petite histoire, en plus, c'est à une époque dans la maison où il y avait des bruits bizarres. J'ai pas très bien dormi en lisant Shining. Alors là, pour le coup, petite dédicace personnelle à ma femme qui avait eu la bonne idée, quelques jours après que j'ai commencé Shining, d'installer un truc dans les toilettes qui diffuse des odeurs, mais tout seul. Et du coup, j'entendais, tout le monde dormait, moi je lisais Shining tranquille dans mon coin, et j'entendais des bruits genre... Et bon, j'ai compris quelques jours après que c'était le diffuseur d'odeurs dans les toilettes, mais non, c'était une expérience personnelle édifiante, difficile à assumer, un peu compliqué de s'endormir après. Tu m'étonnes. Mais voilà, non, en tout cas, bon, je pense il y a quand même beaucoup de gens qui ont déjà vu Shining. Je pense quand même un chef-d'œuvre, il faut quand même le voir. Et je pense qu'il y a un autre film, pour moi, il y a 2 films de Kubrick à voir absolument. C'est donc ce Shining et Orange Mécanique. Ouais, pareil, pas trop tôt. Pas trop, non, voire même peut-être encore après Shining. Oui, il est encore plus dérangeant, je trouve, pour d'autres raisons. Mais je pense qu'on fera peut-être un podcast. Ouais, ça pourrait être intéressant. J'aimerais bien. Donc, on va laisser nos cerveaux se reposer après Shining un petit peu. On va revenir à des trucs un peu plus légers. Un peu plus légers en attendant. Mais ce qui est rigolo, c'est quand tu vois des jeunes qui regardent le film aujourd'hui, je pense à Audrey ou je pense à des élèves à moi, qui sont peut-être un peu trop jeunes pour avoir vu Shining, mais qui l'ont vu, qui me disent mais ça fait pas peur. Mais c'est ce que je leur dis, c'est pas pour faire peur, c'est plus dérangeant qu'effrayant. C'est sûr que c'est pas des jumpscares à tous les étages, c'est pas Annabelle, quoi. Je pense que c'est un style qui se perd peut-être un peu aujourd'hui parce qu'il prend le temps, ça c'est très lent. Moi j'avoue que ces témoignages-là m'ont un peu surpris en fait. Je trouve que ce film, il est, vu qu'il est déstabilisant. T'as des films un peu datés où tu te dis ça fait plus peur parce que les effets spéciaux sont moisis, parce que je sais pas, on traite d'un sujet qui a plus vraiment le vent en poupe aujourd'hui, etc. Et pour le coup, je pensais que Shining restait impressionnant et incroyablement prenant, mais visiblement... je pense qu'il questionne plus qu'il fait peur, en fait, à mon avis, aujourd'hui. Et donc, si t'as pas le recul nécessaire pour te poser ces questions-là, c'est peut-être pas évident. C'est possible. Je pense que c'est ça. C'est possible. Alors, je vais juste revenir faire un petit point sur l'accueil critique et public. Ah ouais. Donc, ça fut un accueil moyen à sa sortie en 80. Plusieurs critiques ont qualifié le film de décevant. Ouais. 2 nominations aux Razzie Awards. Donc, je rappelle, les Razzie Awards, c'est l'inverse des Oscars. Ouais. C'est le 2e film qu'on fait qui ont été nommés. Qui ont été nommés aux Razzie, alors que c'est des chefs-d'œuvre, quoi. Ouais. Ça n'arrive jamais avec notre point de vue, pas que le nôtre, mais bon. Donc, Razzie Awards, c'est l'inverse des Oscars, c'est-à-dire que c'est là où on nomine les pires. Donc, le pire réalisateur et pire actrice pour Shelley Duvall. Ok. Sympa. Surtout quand on sait ce qu'elle a vécu sur le tournage, ça doit bien te faire plaisir derrière d'être nominée pour un Razzie, quoi. On a pris sa carrière, on l'a piétiné, on l'a mis à la poubelle. C'est ça. Et voilà, salut Shelley. D'ailleurs, à ma connaissance, on l'a pas revu dans autre chose. Non, elle a joué dans Popeye avec Robin Williams. Alors, c'est ce que c'était avant ou après? Je crois que c'était après. Je n'ai pas vu Popeye. Elle a joué Olive dans Popeye. Ok. Voilà, je l'ai pas vu non plus, mais je le savais comme ça, mais bon, voilà. À part ça, je crois pas l'avoir revu à aucun moment. Il me semble pas. Après, elle a un physique particulier quand même. Oui, aussi. mais je t'assure que dans les interviews, en fait, maquillée normalement et coiffée normalement, elle est très jolie, quoi. Ok.
Voilà. Bon, après, on discute pas sur le physique de Nicholson, hein, alors qu'il y aurait pourtant beaucoup de choses à dire aussi. Mais non, mais en fait, ce qui est un peu surprenant, c'est qu'elle n'est pas décrite du tout comme ça dans le bouquin. Ouais, en fait, c'est pour ça. qu'on s'attarde un peu c'est là-dessus. surtout ça. Ouais. C'est sûr que dans le bouquin, elle est censée être très très jolie. Donc, bon, bah après, mais je pense que c'était un choix intéressant. Hein. Moi, je trouve qu'elle se débrouille très bien dans le film Shelley Duvall. Hein, Bah ouais. Puis à la vue de ce que l'angle que tu proposais tout à l'heure, ouais, en effet, c'est plus subtil que oui, que juste la petite naïve qui arrive pas à s'en sortir. En tout cas, je l'avais pas vu comme ça, mais tu me donnes du grain à moudre, je vais peut-être re-regarder. C'est un film que voilà, tu peux revoir 100 000 fois et tu auras toujours une idée différente dessus. Mais voilà, donc budget 200 millions de dollars, recettes 44 millions, donc c'est pas ouf. Hein, ouais. Pour ce type de film, surtout qu'ils ont mis 1 an à le filmer. Et bah ouais, puis 5 ans à le... Et 5 ans à le mettre en place. Ouais, voilà, donc bon, c'est pas énorme. Bon, ça n'a pas empêché Kubrick de continuer une brillante carrière, hein, et Nicholson d'ailleurs non plus. Hein, voilà. Aussi, ouais. La carrière qu'on sait, mais c'est vrai que c'est peut-être son film le plus marquant, hein, Nicholson, son rôle le plus marquant. Ouais, ça on peut en discuter parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y en a quand même beaucoup, des rôles très marquants. En tout cas, c'est celui qui l'a exposé. Qui l'a propulsé, ouais. Il était déjà bien en vue après Vol au-dessus d'un coucou, mais je pense que Shining... c'est 2 rôles qui marquent. Et puis où il y a des points communs quand même entre les 2 personnages. Donc, ouais, c'est sûr. Oui, c'est 2 mauvaises personnes. Ouais. Déjà, rien qu'à la base, c'est 2 personnes que t'as pas envie de côtoyer. Quoi. Non, c'est clair. Écoutez, on vous incite en tout cas à revoir Shining si vous ne l'avez pas déjà vu. Ou à le voir si vous avez plus de 17 ans. Voilà, exactement. Si vous avez le recul nécessaire pour le regarder. Puis on vous dit à très bientôt, pour une prochaine critique cinéma sur un film probablement un peu plus léger. Ah ouais, un peu plus cool. On va reposer nos cerveaux. Voilà, à bientôt. À bientôt.